Pour ce qui est du sommaire, du coup, on va commencer par les bases du DPE, même si, bon, normalement, on sait tous à peu près ce que c'est. Le but, c'est juste de contextualiser un petit peu le webinaire, mais on passera pas trop de temps là-dessus, bien sûr. Ensuite, on va voir ensemble toutes les nouveautés qu'il y a eu depuis 2021, puisqu'il y en a eu pas mal sur le DPE. On reviendra évidemment sur les conséquences d'un DPE, que ce soit pour de la vente ou de la location. Ensuite, on parlera de comment optimiser son DPE, que ce soit en termes d'optimiser le rendez-vous, mais aussi évidemment optimiser la note du DPE. Et on terminera avec surtout la grande nouveauté qui arrive en 2026, qui concerne bien sûr le DPE. Donc voilà pour le programme. Pour commencer, du coup, les bases du DPE. Bon, évidemment, c'est un diagnostic qui est obligatoire dans le cas d'une vente ou d'une location. Ça concerne les habitations, tout comme ça concerne le tertiaire aussi, dès lors où il y a un système de chauffage fixe. C'est la seule et unique condition à la réalisation d'un DPE, c'est la présence d'un système de chauffage fixe. Donc c'est un diagnostic qu'on fait du coup très souvent, puisque il y a plein de diagnostics qui demandent une certaine année de construction, comme pour l'amiante et le plomb, une certaine localisation, comme pour les termites. Là, pour le coup, les DPE, on le fait n'importe quand s'il y a un système de chauffage fixe. Son principe, il est assez simple. Il a pour but, en tout cas pour les habitations, d'estimer. Et ça, c'est très important de comprendre ce terme. C'est vraiment une estimation des consommations du bien, ainsi que de ses émissions de gaz à effet de serre, donc tout ce qui est pollution concrètement, via une méthode de calcul qui est commune à tout le monde. Donc tout le monde est un petit peu logé à la même enseigne. C'est tout simplement la méthode 3CL, qui est, pour résumer, un énorme algorithme qui va, en fonction de certaines données, calculer tout ça. Il a aussi pour principe d'apporter des recommandations d'amélioration énergétique, ce qui est la finalité un petit peu du DPE. Donc pour résumer, son utilité, il va tout d'abord permettre d'informer l'acquéreur ou l'occupant, hein, pour une location bien sûr, de tout ce qui est consommation et pollution du bien. Il va permettre aussi de comparer les biens entre eux, ce qui est très important. Euh, pour l'État, ça va permettre d'identifier les passoires thermiques du patrimoine immobilier français, pour peut-être mener des actions, ce qui est déjà le cas d'ailleurs. Et il va permettre bien sûr d'inciter l'acquéreur ou le vendeur, là pour le coup il n'y a aucune obligation de qui doit faire quoi, mais en tout cas d'inciter à faire des rénovations énergétiques pour sortir des passoires thermiques. Donc voilà globalement en quoi consiste le DPE. N'hésitez pas à poser des questions, hein, si vous en avez, j'essaie d'y répondre bien sûr en direct. Euh, du coup, on a dit que le DPE était obligatoire dès lors il y avait un système de chauffage fixe. Cependant, il y a quelques exceptions qui sont, je pense, importantes à connaître, c'est-à-dire que il y a certaines conditions qui peuvent exempter le bien d'un DPE. Ça peut être des conditions intéressantes puisque on le sait très bien, un DPE peut potentiellement mener à un audit. Donc, ça peut être intéressant de savoir quand est-ce que finalement il n'y a pas forcément besoin de faire un DPE et donc aussi un audit. Première condition, ça concerne les constructions provisoires. Donc tout ce qui est voué à être démoli sous 2 ans. Ce type de bien n'a pas besoin de DPE du coup. Alors il va falloir apporter une preuve de la future démolition, mais en tout cas c'est un bien qui est exempté de DPE, donc c'est intéressant. Tout ce qui est bâtiment indépendant de moins de 50 mètres carrés. Alors attention, on ne parle pas d'appartement, puisque un appartement de 20 mètres carrés, il se situe dans un bâtiment indépendant qui lui-même fait bien plus que 50 mètres carrés. Donc, quand on parle de bâtiment indépendant, on va surtout parler de maison individuelle. C'est ça un bâtiment indépendant. C'est un bâtiment isolé de tout. Donc, effectivement, pour ceux qui ne le savaient pas, une maison individuelle qui fait moins de 50 mètres carrés de surface de plancher. Alors, surface de plancher, c'est assez simple, c'est un petit peu la même surface que le DPE, finalement. C'est de mur à mur, on va retirer tout ce qui est à moins d'1,80 de hauteur sous plafond, mais c'est vraiment ce qui se rapproche d'une surface habitable à peu près. Et ben, ce type de bien n'a pas d'obligation de réaliser un DPE. Alors on peut le faire, hein, attention, il n'y a aucun souci, mais ce n'est pas obligatoire. Troisième condition, il y a effectivement tout ce qui est bien classé monument historique. Ça, c'est tout simplement parce que ce type de bien comporte énormément de contraintes pour de la rénovation énergétique. On ne peut pas forcément tout toucher sur ce type de bien. Et donc, vu que le DPE sert de base à vouloir améliorer un bien, ils se sont dit que pour ce qui était des monuments historiques, ils allaient les exempter d'obligation de DPE. Encore une fois, on peut faire un DPE, mais ce n'est pas obligatoire. Et dernière condition,
et pas des moindres parce que celle-là, elle est assez importante, c'est que le chauffage fixe qui est présent, il faut qu'il soit absolument reconnu par le DPE. Un exemple tout bête, je vous ai mis des exemples à l'écran. Vous avez donc sur la gauche le radiateur à bain d'huile. Vous avez ensuite, on en achète beaucoup ça en ce moment, quand on n'a pas la possibilité d'avoir une clim, on s'achète une clim mobile. Alors c'est super, ça fonctionne très bien, mais ce n'est pas du tout pris en compte par le DPE puisque c'est mobile. Et tout ce qui est cheminée à foyer ouvert pour ceux qui ne savent pas, c'est dès lors où il n'y a pas de vitre devant la flamme, donc c'est un foyer ouvert. Ce n'est pas du tout comptabilisé comme système de chauffage DPE. Donc si vous disposez d'un bien dont le seul système de chauffage, c'est un des exemples qui est cité à l'écran, alors il n'y a pas de DPE. Et là, pour le coup, contrairement aux trois autres exemples, c'est pas que le bien est exempté d'obligation de DPE, c'est qu'en fait, on ne peut pas du tout faire de DPE, puisque on obtient une note dès lors où on renseigne un système de chauffage. Vu que là, on ne va pas pouvoir renseigner de système, on ne va pas pouvoir fournir de notes. Donc le dernier, si le système de chauffage n'est pas reconnu, alors c'est impossible de produire un DPE, mais ce n'est pas grave puisque ce n'est pas obligatoire du coup. Donc voilà, je ne sais pas si tout le monde était au courant de toutes ces exemptions d'obligations de DPE, et je pense que ça peut servir dans pas mal de situations où effectivement, soit la note est un petit peu bloquante dans certains projets, soit elle nécessite derrière de réaliser un audit. Finalement, peut-être que c'est pas si obligatoire que ça. On passe maintenant rapidement à la durée de validité. Pas grand-chose, c'est valable 10 ans comme diagnostic. Petite exception tout de même. Alors, depuis janvier 2025, tous les DPE qui ont été réalisés avant juillet 2021 ne sont plus valables. Puisque en 2021, il y a eu, on le verra ça juste après, mais il y a eu énormément de nouveautés. Logiquement, un bien de 2020 n'a pas forcément la même note qu'un bien de 2021. Donc, il faut refaire le DPE. Mais sinon, à partir du 1er juillet 2021, tous les DPE sont valables 10 ans. Ensuite, méthodologie de réalisation d'un DPE, ça, je tenais à l'aborder parce que je pense que c'est ultra intéressant de savoir comment est fait un DPE sur place pour peut-être comprendre aussi certaines obligations que le diagnostic a et puis aussi certaines contraintes qu'on a sur le terrain pour potentiellement demain, sur certaines interventions, essayer de faciliter la tâche aussi et forcément derrière aller chercher une note qui ressemble le plus possible à la réalité et pouvoir délivrer surtout un DPE le plus rapidement possible. Première étape de réalisation d'un DPE, en tout cas sur place, sur le terrain, ça va être tout ce qui est identification des parois déperditives. Il faut savoir que c'est une obligation dans le DPE. On est censé donc mesurer, identifier le matériau et la performance, donc l'isolation, de chaque paroi déperditive. Dans les parois déperditives, il y a les murs, les planchers, les plafonds et tout ce qui est menuiserie, fenêtres et portes. Donc, alors c'est une étape qui est assez longue, honnêtement, puisque il faut mesurer tout ça, en longueur, largeur. Il faut identifier le matériau, c'est pas toujours facile, forcément. Et encore plus dur, il faut aussi déterminer la performance, donc entre guillemets, son isolation. Toutes ces étapes-là vont permettre d'être rentrées dans le logiciel, et le logiciel va pouvoir évaluer les déperditions de chaleur du bien. Maintenant que le logiciel connaît les déperditions de chaleur du bien, on passe à la deuxième étape qui est l'identification des équipements. Celle-là, elle n'est pas très longue normalement, puisqu'il n'y a pas non plus 100 équipements dans un bien. On va parler uniquement de chauffage, d'eau chaude sanitaire et de ventilation. Et en renseignant ces éléments dans le logiciel, cette fois-ci, il va être en capacité d'estimer les consommations du bien ainsi que sa pollution. En sachant que, ça c'est quelque chose qu'on précise souvent après intervention, s'il y a des questions par rapport au DPE, ces données sont renseignées dans un logiciel qui est fourni par l'État, qui est agréé par l'État en tout cas. Donc, les résultats de ces données, donc entre guillemets la note du DPE, n'est pas un choix du diagnostiqueur, évidemment. Tout le monde est logé à la même enseigne et tout le monde aura la même note si on rentre les mêmes données, bien sûr. Une fois qu'on obtient une note, il n'y a plus qu'à, pour le technicien en tout cas, identifier les points nécessitant des améliorations. Par exemple, voilà, les murs ne sont pas isolés, le système de chauffage est un petit peu ancien, pour derrière venir proposer des scénarios de travaux qui sont à la fois chiffrés, qui sont évidemment avec un impact sur la note dans le futur, donc après travaux, pour inciter, encore une fois, que ce soit le vendeur ou l'acquéreur, bien sûr, à potentiellement effectuer des rénovations énergétiques. Donc voilà, globalement, sans rentrer évidemment dans tous les détails, comment se passe un DPE sur le terrain. Parlons maintenant, s'il n'y a pas de questions bien sûr,
Parlons maintenant de toutes les nouveautés qu'il y a eu depuis 2021. On va commencer dans l'ordre, tout simplement, chronologiquement. En 2021, il y en a eu beaucoup, des nouveautés. Alors là, on va parler uniquement des nouveautés qui concernent le lecteur d'un DPE, d'accord? Il y a eu aussi énormément de nouveautés concernant le diagnostiqueur, que ce soit en termes de contrôle, en termes il peut plus facilement perdre sa certification qu'avant, etc. Mais ça, c'est évidemment un autre sujet. Là, on va s'intéresser uniquement en tant que lecteur d'un DPE. Donc, en 2021, la méthode de calcul a été revue. Il faut savoir que la méthode de calcul de base, avant 2021, elle datait de 2012. C'est pour ça que le DPE s'appelait DPE 2012. Donc, cette méthode de calcul a été revue. C'est une sorte de mise à jour, finalement. Donc, aujourd'hui, le DPE s'appelle le DPE 2021. Dans cette mise à jour, disons qu'ils ont rajouté, par exemple, des systèmes de chauffage qui n'existaient pas à l'époque. Ils ont revu la performance de certains matériaux. Et ils ont rajouté des petites précisions possibles pour le diagnostiqueur quand il renseigne certaines informations. Globalement, ce changement de méthode de calcul, enfin cette amélioration de méthode de calcul, souvent, elle a engendré globalement une baisse de notes. C'est-à-dire que la plupart du temps, alors là, quand je vous donne cette information, c'est en comparaison avec tous les biens qu'on a diagnostiqués, bien sûr. La plupart du temps, si on prend un DPE qui a été réalisé avec la méthode de 2012 et un DPE qui a été réalisé avec celle de 2021, on perd en moyenne une note. Si on était en C, on passe en D. C'est souvent ce qui se passe à peu près. Comment ça peut s'expliquer? Alors, vous allez voir que toutes les prochaines nouveautés que je vais vous présenter expliquent chacune un petit peu pourquoi. Mais déjà, par rapport à la méthode de calcul, c'est un petit peu logique puisqu'en fait, quand vous aviez un DPE de 2020, donc qui a été fait, je sais pas moi, le 2 février 2020, certes, il date de 2020, mais il est réalisé avec une méthode qui date, elle, de 2012, avec un algorithme de 2012. Et donc, forcément, quand vous le réalisez en 2021, avec la méthode de 2021, c'est normal qu'il y ait des différences, puisque du coup, entre 2012 et 2021, peut-être que l'isolation a pu se dégrader. Une pompe à chaleur qui date de 2012, à l'époque, c'était super. Aujourd'hui, ça commence un petit peu à dater. Donc, c'est aussi normal que une note qui appartient à une année de 2012 ne soit plus la même en 2021. Donc, ça, c'est une des grandes raisons qui fait que la note peut avoir tendance un petit peu à baisser entre l'avant et après 2021. Deuxième nouveauté, assez importante tout de même, c'est la fin des DPE sur facture de consommation. Il faut savoir que avant 2021, du coup, pour tous les biens qui étaient construits avant 1948, on devait réaliser ce qu'on appelle un DPE sur facture. C'était un DPE qui était assez simple, très honnêtement. Il suffisait de trouver la surface du bien, donc de la calculer, et de renseigner les factures de 1, 2 ou 3 ans maximum de consommation de l'occupant. Et en fait, il y avait tout simplement un calcul, un ratio qui était fait entre les mètres carrés et les consommations annuelles, ce qui donnait évidemment le nombre de kilowattheures par mètre carré par an consommé, et donc la fameuse note du DPE. Alors, c'était une méthode qui comportait beaucoup de failles, puisque finalement, quand on tombait sur un bien qui n'était pas occupé toute l'année, ou alors, vous savez, on pouvait très bien des fois diagnostiquer des maisons de 200 mètres carrés, mais en réalité, il n'y avait que le rez-de-chaussée ou une seule chambre qui était utilisée. Donc en fait, on se retrouvait avec des DPE en A. Puis après, l'acquéreur, il obtenait le bien et finalement, il arrivait dans ce bien-là avec une famille de 5-6 personnes et évidemment qui n'avait plus des consommations qui équivalaient à un A. Donc ça engendrait beaucoup de déception. Une question de Laurent, toujours utilisé pour les locaux commerciaux? Oui, c'est toujours utilisé pour les locaux commerciaux. Pour le tertiaire, c'est simple, il n'y a pas de question d'année de construction. Pour le tertiaire, c'est uniquement du DPE sur facture. Donc la méthode n'a absolument pas changé. Donc ce que je suis en train de vous expliquer là pour de l'avant 48 avant 2021, c'est actuellement encore le cas pour les locaux commerciaux. Ça, pour le coup, ça ne change pas. De toute façon, presque toutes les actualités que je vais vous présenter pendant ce webinaire ne concernent que les logements. Il n'y a aucune nouveauté qui concerne le tertiaire. Ça, pour le coup, le DPE n'a pas bougé d'un poil sur le tertiaire. Alors, pourquoi il fonctionnait comme ça à l'époque? C'est un petit peu technique, mais disons que une maison d'avant 48, elle est construite, à l'époque, elle était construite avec les matériaux qu'il y avait autour. Donc, c'était très difficile pour un algorithme de calcul de trouver la performance exacte, par exemple, d'un mur en pierre de 40 cm. C'est très, très dur de connaître sa performance. Donc, il s'était dit à l'époque, vu que c'est très dur, on va faire plus simple, on va faire un DPE sur facture. Ce ne sera pas une simulation, ce sera un vrai DPE sur consommation réelle. Mais vu que il y a les failles que je vous ai expliquées là,
ils sont revenus un petit peu sur leur décision et ils ont réussi finalement à intégrer un coefficient par rapport à des murs en pierre, par exemple. Donc aujourd'hui, peu importe l'année de construction de votre bien, il va être diagnostiqué comme n'importe lequel, du moment que c'est un logement, bien sûr, via la méthode de calcul Croix-Ciel. Donc forcément, pareil, c'est encore une raison de plus qui fait que le DPE avant, après 2021 est potentiellement avec une moins bonne note. C'est parce que potentiellement, avant 2021, vous aviez un DPE sur facture. Donc le propriétaire voilà, avait un bien d'avant 48. DPE sur facture, peut-être en B, peut-être en C, c'est fantastique. Aujourd'hui, on refait le DPE, on fait la méthode 3CL, donc la méthode d'estimation des consommations. Et le propriétaire n'est plus du tout en B ni plus du tout en C, il peut être peut-être en E, F, voire même G. Donc forcément, on comprend le choc, mais il s'explique notamment par cette nouveauté. Autre nouveauté de 2021, l'étiquette d'émissions de gaz à effet de serre va venir influencer l'étiquette des consommations. C'est encore le cas actuellement. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais c'est-à-dire que si l'étiquette de droite est plus basse que l'étiquette de gauche, alors l'étiquette de gauche va venir s'aligner à l'étiquette de droite. Pour imager tout ça, je vous ai évidemment mis une petite image. Là, vous avez à l'écran un DPE en F à 242, sauf que 242, normalement, c'est l'équivalent d'un D, mais il est en F tout simplement parce que les consommations de gaz à effet de serre sont en F. On est probablement, c'est même sûr à 100%, sur un bien qui est chauffé au fuel, et donc il a des pas si mauvaises consommations, puisque le fuel en termes de consommation, c'est convenable. Par contre, il pollue énormément, donc il va être pénalisé au niveau de sa consommation. Et malheureusement, cette pénalité va être comptabilisée pour l'audit. Hein. Alors certes, il a les consommations d'un D, mais il est bel et bien en F. Si c'est une maison individuelle, il aura besoin de faire un audit. Pourquoi ils ont fait ça C'est surtout parce que de base, le DPE, c'était surtout pour les émissions de gaz à effet de serre. Et le problème, c'est que le lecteur d'un DPE ne regardait pas forcément les émissions de gaz à effet de serre, il regardait plutôt la consommation, c'est ce qui l'intéressait le plus. Ils se sont dit, dans ce cas-là, si personne ne regarde l'étiquette de droite, on va faire en sorte que l'étiquette de droite fasse bouger l'étiquette de gauche. Comme ça, on s'y intéressera un petit peu plus. Une question de Valérie Renaud. Et pour les appartements vendus dans des immeubles neufs, actuellement, c'est l'ensemble du bâtiment qui est diagnostiqué. C'est un DPE de projection. Alors ça, c'est autre chose. Sur de la construction neuve, il faut un DPE neuf, effectivement. Après, sur de la vente, logiquement, si c'est uniquement après l'appartement qui est vendu individuellement, il va avoir besoin d'un DPE individuel et donc un DPE appartement qui ne sera pas un DPE neuf, donc qui sera un DPE classique. Après, si c'est l'ensemble de l'immeuble dans le cas d'une construction qui est vendue d'un coup, donc un projet, à ce moment-là, c'est complètement différent. Effectivement, on sera sur du DPE à l'immeuble. Donc effectivement, ce sera un cas un petit peu particulier. Mais si l'appartement, après sa construction, une fois que les travaux sont finis, doit être vendu à quelqu'un, il a besoin d'un DPE, lui aussi. Je ne sais pas si ça répond à la question. N'hésitez pas, si besoin. Donc voilà les trois grandes nouveautés de 2021. Et ça, plus ça, plus ça, finalement, ça commence un petit peu à justifier au niveau de la note, qu'est-ce qui a pu se passer. Excusez-moi, j'ai oublié une dernière nouveauté et pas des moindres en plus. C'est que le DPE est devenu opposable en 2021. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'avant 2021, peu importe ce qu'on produisait comme DPE, alors c'était, pour être honnête, évidemment un confort pour nous, bien sûr, c'était un point en moins, mais à l'époque, on ne pouvait absolument pas remettre en cause notre DPE, ou en tout cas, on ne pouvait pas forcément s'en plaindre. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Depuis 2021, notre DPE est opposable et donc il peut porter préjudice à quelqu'un et ce préjudice peut du coup demander indemnité. Qu'est-ce qui est opposable dans le DPE? Absolument tout. Voilà. Chaque mesure qui sont prises, des murs, des fenêtres, la surface du DPE, la note, évidemment, et tout ce qu'on y renseigne dedans, est-ce que le mur est isolé, pas isolé, etc. Donc absolument tout aujourd'hui dans le DPE est opposable. Et ça, il faut bien comprendre, c'est que forcément, ça a apporté des changements dans la façon de faire de certains diagnostiqueurs, puisque on passe d'un DPE, d'un papier qui n'a presque aucune valeur juridique, à un papier qui en a beaucoup. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de diagnostiqueurs qui, à l'époque, pouvaient se permettre, par exemple, de croire un propriétaire qui lui disait « Je vous promets, monsieur, mon mur est isolé ». Aujourd'hui, quand un propriétaire nous dit « Je vous promets, monsieur, mon mur est isolé », on n'a évidemment pas le droit de le croire. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On est obligé d'apporter une preuve à ça. Donc, ça a changé pas mal de choses aussi, cette notion d'opposabilité du DPE. Donc voilà.
toutes ces nouveautés de 2021. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça, sinon je passe à la slide suivante. 2024. 2024, deux nouvelles nouveautés sont apparues au 1er juillet aussi. Tout d'abord, première nouveauté, on est passé de surface habitable, c'est ce qui était mentionné avant dans un DPE, à surface de référence. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la différence, c'est assez simple. Alors, la surface habitable, qu'est-ce que c'est? C'est avec le code de la construction, c'est très précis, très défini, et c'est surtout ce qui est déclaré. La surface de référence, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est très simple, c'est la surface habitable, plus toutes les pièces qui sont chauffées et à usage d'occupation humaine. Là, comme ça veut peut-être tout et rien dire, mais si je vous prends un exemple concret, prenons une maison qui a un garage aménagé, mais qui n'est pas déclaré. Donc, officiellement, ça reste un garage, d'accord? Donc, mais il y a du placo, il y a de la lumière, il y a une chambre, il y a tout ça, mais ça reste un garage officiellement. Eh bien, avant le 1er juillet 2024, normalement, le diagnostiqueur ne devait pas prendre en compte ce garage aménagé. Il devait le considérer comme un garage, puisqu'officiellement, ce n'était pas de la surface habitable. Eh bien, ça, c'est fini. Depuis le 1er juillet 2024, le garage, qu'il soit déclaré ou pas comme finalement une habitation, si cette pièce est chauffée et que, au sens du diagnostiqueur, à l'état usage d'occupation humaine, par exemple avec un lit, un bureau, une télé, alors la pièce sera comptée dans le DPE, que ce soit déclaré ou non. Qu'en est-il des logis aménagés? C'est pareil. Loggia, véranda, c'est la même chose. Alors attention, ne pas confondre Carrez, Boutin et DPE. C'est là où justement le DPE va venir s'écarter un petit peu de la loi Boutin, puisque de base, normalement, le DPE, la surface habitable, c'est la loi Boutin. Donc normalement, vous aviez forcément à l'époque une loi Boutin identique à votre DPE. Bah, aujourd'hui, c'est possible que ce ne soit pas le cas. Par exemple, logiquement, une véranda ne sera jamais Boutin. Par définition, la loi Boutin exclut la véranda. Par contre, aujourd'hui, la surface de référence peut inclure la véranda si elle est chauffée et à usage d'occupation humaine. Alors, après, qu'est-ce que chauffer? Là, on rentre un peu dans le technique, mais selon la réglementation, une pièce chauffée, c'est soit une pièce qui dispose d'un système de chauffage fixe, soit qu'elle soit en ouverture directe, par exemple avec une embrasure de passage, sur une pièce qui elle-même est chauffée, avec un système de chauffage fixe. Donc, une loggia aménagée peut effectivement être surface de référence si elle est chauffée, tout à fait. Et donc ça, c'est une sacrée nouveauté parce qu'on va venir forcément avoir peut-être des mètres carrés en plus dans le DPE, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, en tout cas en termes de notes, puisque vous le savez, la surface va venir influencer aussi la note. Et c'est vrai que très souvent, plus la superficie est grande, plus le DPE est assez clément. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, ça dépend des cas, bien sûr. Surface de référence, mais pas carré, c'est ça? Alors, surface de référence, oui, pour la loggia aménagée, mais pas Boutin. La carré, c'est encore autre chose. La carré, on va pas parler du tout de pièces chauffées, on va plutôt parler de pièces privatives. La question, c'est est-ce que la loggia appartient au propriétaire? Est-ce qu'elle fait partie de ses lots privatifs? Si par exemple, dans son lot numéro 1, c'est marqué chambre, cuisine, loggia, à ce moment-là, la loggia est carré. Sinon, elle n'est pas carré, elle est souvent une loggia, la plupart du temps, c'est partie commune à usage privatif, un petit peu comme un balcon. Euh, du coup, voilà, je pense que c'est quand même une sacrée différence, la surface habitat et la surface de référence. Ça apporte quelque chose tout de même. Le seul inconvénient, c'est que du coup, forcément, si c'est pas déclaré, bah, alors nous, on déclare rien du tout en tant que diagnostiqueur. Mais ce sera évidemment noté dans votre DPE que vous avez peut-être 120 mètres carrés de chauffé, alors qu'officiellement, c'est déclaré que vous en avez que 110. Bon, après, on ne connaît pas les conséquences de tout ça. Mais en tout cas, c'est une obligation qu'on a maintenant de prendre en compte tout ce qui est chauffé et à usage d'occupation humaine, que ce soit déclaré ou non. Deuxième grande nouveauté, je pense que là, pour le coup, tout le monde en a entendu parler, c'est les fameuses superficies de moins de 40 mètres carrés, puisqu'effectivement, le DPE était assez dur envers les petites superficies, on va être honnête. Et ils se sont dit, du coup, pour être un petit peu plus sympa, ils vont finalement modifier les seuils de passage de lettre à lettre. Un exemple tout bête. Alors, je ne peux pas vous donner tous les exemples puisque ça va dépendre. Ça marche par tranche de 5 mètres carrés. Pour 40, pour 35, pour 30, 25, etc., etc. Mais par exemple, sur un bien de 20 mètres carrés, de base, il faut être à moins de 251 kWh par mètre carré par an pour être en D. Et ben, depuis 2024, pour un bien de 20 mètres carrés, en fait, pour être en D, c'est moins de 300. Donc, ça donne une marge supplémentaire de 50 kWh. C'est franchement déjà pas si mal. Surtout pour les biens de à peu près 10 mètres carrés. Là, pour le coup, franchement, les seuils, on voit vraiment la différence. Donc, c'est
plutôt sympa. Maintenant, honnêtement, on voit encore beaucoup je pense notamment au secteur de Paris, on voit beaucoup de chambres de bonne de 9 mètres carrés qui sont quand même en G. Hein. Donc voilà, il y a encore des G qui font moins de 40 mètres carrés, bien sûr, ça ne change pas tout. Élodie Duguay, j'ai des clients qui ont acheté une maison avec une grande véranda. Ils ont toujours la porte-fenêtre qui sépare la pièce de vie de la véranda. Cette porte-fenêtre est quasi toujours fermée. Il y a un chauffage non fixé. Comment est considérée la véranda? Parce que leur achat, elle a été comptée dans la surface habitable. Normalement, cette véranda n'est pas censée être dans le DPE, puisqu'il y a une baie vitrée qui sépare la pièce chauffée de la véranda et que la véranda n'est pas elle-même chauffée. Donc, logiquement, je ne vois pas pourquoi la véranda serait comptabilisée en surface habitable. En tout cas, en surface de référence du DPE. Donc, voilà. Pas de souci. Oui, donc voilà, c'est une sacrée nouveauté aussi, qui fait un petit peu plaisir quand même, mais qui ne solutionne pas tout non plus. Troisième nouveauté de 2024, c'est le fameux formulaire de consentement. Je pense qu'en tant que professionnel de l'immobilier, vous en avez un petit peu entendu parler. Qu'est-ce que c'est? Alors, moi, je voulais vous en parler parce que c'est potentiellement quelque chose qui peut retarder la livraison d'un DPE, puisque si on ne fournit pas le consentement signé par le donneur d'ordre, normalement, on n'est pas en capacité d'envoyer le DPE à l'ADEME. Et vous le savez bien, si un DPE n'est pas envoyé à l'ADEME, le DPE ne sert à rien. Donc, ça peut être quelque chose qui peut freiner la livraison d'un DPE. Et j'imagine bien que pour vous, c'est handicapant. Donc, c'est pour ça que je voulais en parler aussi, savoir un petit peu ce que c'est, qu'est-ce qu'il faut en faire et à quoi ça sert. Mais avant ça, il y a une petite question. Pour ce qui concerne la surface de référence, qu'en est-il des pièces aveugles sans système de chauffage? Dans tous les cas, s'il n'y a pas de système de chauffage, ce n'est pas intégré dans le DPE, puisque c'est la première condition, bien sûr. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Du coup, le formulaire de consentement, qu'est-ce que c'est? C'est un papier qu'il faut signer qui autorise ou non le propriétaire, le donneur d'ordre, à transmettre ses coordonnées personnelles au centre de certification du diagnostiqueur. Alors, il peut cocher oui et il peut cocher non. Il fait ce qu'il veut, il n'y a aucun souci, ça ne changera pas son DPE, bien sûr. Mais c'est juste que s'il coche oui, c'est possible qu'un jour, le centre de certification qui contrôle le diagnostiqueur appelle le propriétaire pour dire bonjour, nous souhaiterions faire un contrôle chez vous pour s'assurer que le diagnostiqueur, tout soit OK. Et pour cela, c'est parce qu'il a signé oui, qu'il a transmis ses données personnelles. S'il coche non, alors il peut être sûr à 100% que personne ne l'appellera de la part d'un centre de certification pour faire un contrôle. Ça ne sert qu'à ça. C'est une nouvelle obligation qu'on nous a rajoutée. On ne l'a pas forcément demandé, mais en tout cas, on se doit de remplir ce document, puisque si on ne le remplit pas, si on ne le fait pas remplir, pardon, on peut être contrôlé par rapport à ça et ça peut nous poser des soucis. Donc, peut-être aussi essayer parfois d'être sûr que ce document soit signé, voir avec le propriétaire si tout est OK par rapport à ça, pour pas se rajouter quelque chose qui pourrait retarder la livraison d'un DPE. Pas possible de faire le consentement en ligne sur le site. Alors si justement, j'en parle juste après, vous inquiétez pas, mais en tout cas de notre côté, chez Dimo, sur l'espace client, vous allez voir qu'il y a évidemment une possibilité de signer le consentement avant rendez-vous. Pour comprendre, il faut un système de chauffage par pièce. Alors non, c'est pas exactement ça, parce que par exemple, un WC n'a pas de chauffage, pourtant il est dans le DPE. On va parler des pièces qui, de base, ne sont pas officiellement dans un DPE, un garage aménagé, une véranda aménagée, et qui, finalement, sont dans le DPE parce qu'elles disposent d'un système de chauffage. Un WC, naturellement, est compté dans un DPE, pourtant, il y a rarement un radiateur dedans. Donc c'est vraiment, on parle des pièces particulières. 2025, il y en a eu, pas beaucoup, mais il y a eu des nouveautés tout de même. Il y a eu l'invariant fiscal. Avec plaisir, Arthur. Il y a eu l'apparition de l'invariant fiscal obligatoire, encore une fois, pour pouvoir envoyer à l'ADEME. Donc voilà, en un an, il y a 2 informations obligatoires à fournir pour pouvoir envoyer à l'ADEME, et c'est peut-être pas fini, ils vont peut-être nous en rajouter petit à petit. C'est-à-dire que normalement, depuis le 1er janvier 2025, si nous ne disposons pas de l'invariant fiscal du bien, nous ne pouvons pas envoyer le DPE à l'ADEME. Donc pareil, ça peut être encore un élément qui peut retarder la livraison du rapport DPE. Sur notre site, il est possible, comme le demandait Laurent, de signer bien sûr le formulaire de consentement lié à votre dossier. Et il est possible de fournir l'invariant fiscal, bien sûr, en quelques clics. En plus de ça, ils vous ont mis un tuto à la fois d'impôt.gouv et un petit guide à côté pour pouvoir trouver l'invariant fiscal assez facilement. Et au final, quand on suit le guide, c'est vraiment pas compliqué. Et au moins,
le mieux, c'est de faire ça avant le rendez-vous, honnêtement. Comme ça, vous pouvez être sûr que le technicien, le jour J, il vient faire le DPE et logiquement, le lendemain, le DPE est prêt. Un variant fiscal très compliqué à avoir auprès des clients. Je confirme, on a du mal aussi, c'est vrai. Maintenant, est-ce que tout le monde a pu regarder le guide que, par exemple, je ne sais pas s'il est disponible de partout, mais qu'on a mis en tout cas de notre côté sur notre espace client. Franchement, en regardant le guide, en suivant le guide, les étapes, c'est vraiment pas compliqué. Par contre, je suis d'accord, sans guide, aller chercher la variante fiscale, bon, c'est vrai qu'on ne fait pas ça tous les jours, donc je peux comprendre. Euh, on y arrive de plus en plus à l'obtenir, mais c'est vrai que vu que ça fait que depuis le 1er janvier, c'est une nouveauté assez récente. Donc, on a voilà la mécanique d'aller chercher l'invariant fiscal n'est pas encore ancrée chez tout le monde. Mais c'est pas surprenant. C'est pour ça que les autorités sont assez souples pour l'instant par rapport à ça, parce que forcément, dès lors où il y a une nouveauté, ils laissent un petit peu le temps à tout le monde pour s'y habituer. Mais on n'est pas à l'abri qu'en 2026, chaque entreprise de diagnostic ait des contrôles aussi par rapport à la fourniture de l'invariant fiscal. Donc, c'est pour ça que les entreprises de diagnostic immobilier vont sûrement de plus en plus être intransigeants par rapport à cette information. Donc, c'est pour ça que je tenais aussi à en parler. OK. Ça, c'était pour les nouveautés depuis 2021. Mais on va parler tout de même d'autres nouveautés, puisqu'il y a eu des nouveautés en termes de conséquences en fonction de la note, puisque tout le monde est au courant. Euh, Tout d'abord, dans le cadre d'une location, effectivement, il y a des interdictions de location qui ont été mises en place. Alors attention, ça ne concerne encore une fois que les logements à usage d'habitation. D'accord. Donc, normalement, pour louer une boulangerie, par exemple, il n'y a pas de souci au niveau de la note. Mais en tout cas, pour une habitation, depuis 2023, ça ne concernait que le logement qui était à plus de 450 kWh. Mais depuis 2025, le 1er janvier, c'est finalement tous les G qui sont concernés par l'interdiction de location, qui est évidemment une information importante. Euh, on s'attend du coup en 2028 à ce que ce soit, enfin on s'attend, c'est prévu, ce que ce soit le F et le G, et on finira en 2034 avec le E qui s'ajoute à la liste. Par rapport à ça, et que ce soit pour la location ou pour la vente, par rapport à l'audit, tout ce que je peux dire, c'est que, et je le dis souvent à nos clients quand je les ai au téléphone pour des questions DPE, peut-être pas forcément engager des travaux de suite pour passer en E, pour penser à 2020, à 2034, parce que, alors, ça devrait pas forcément bouger, mais on n'est pas à l'abri non plus qu'il y ait des remises en question par rapport à tout ça. Mais surtout, le DPE, lui, peut changer entre-temps. La preuve, on va en parler juste après, mais le DPE de 2026 va un petit peu changer. Ce serait, je trouve, dommage de dépenser des milliers d'euros dans les travaux pour passer de F à E, alors que potentiellement, en fait, en 2034, votre DPE sera de suite en E parce qu'il y a eu des changements. Je dis pas qu'il faudra attendre 2034 pour faire les travaux. C'est juste que peut-être 2025, c'est peut-être un petit peu tôt pour faire les travaux qui concernent 2034. Après, c'est bien sûr que mon avis, mais voilà. Euh, pour ce qui est de la vente, on va parler évidemment de l'audit énergétique. Alors, on va juste en parler en termes d'obligations. J'ai pas prévu pendant ce webinaire de parler proprement parler de l'audit, qu'est-ce que c'est, etc. Mais ce qui nous amènera, parce que par manque de temps, bien sûr, mais ça nous amènera potentiellement à faire un autre webinaire qui parlera surtout de l'audit. Je pense que ça pourra en intéresser plus d'un. Mais en tout cas, en termes d'obligations, il faut savoir que déjà, ça ne concerne que les biens en monopropriété. Hein, donc, un appartement, pas besoin. Alors, c'est même pas qu'il n'a pas besoin d'audit, c'est qu'on ne peut pas faire un audit sur un appartement. Et deuxième information que tout le monde ne sait pas, et ça, je pense que ça peut être intéressant de transmettre ça aux propriétaires aussi pour éviter qu'ils perdent du temps à faire des devis aux mauvaises personnes. Il faut savoir que l'audit énergétique d'une maison individuelle, ce sera fait par un diagnostiqueur immobilier tel que nous, il n'y a aucun souci. En revanche, l'audit énergétique d'un immeuble collectif, c'est-à-dire un immeuble en monopropriété, mais qui comporte plus de 2 logements superposés, alors ne me demandez pas pourquoi, c'est la réglementation, plus de 2 logements superposés est égal à un immeuble collectif. Par exemple, vous avez un immeuble en mono de 3 étages avec 2 appartements par étage, ça fait bien plus de 2 logements superposés. Et à ce moment-là, ce n'est pas du tout un diagnostiqueur qui doit vous faire l'audit, c'est un bureau d'études. Donc, si vous pouvez, voilà, au moins, vous ne perdrez pas forcément de temps à demander un devis à la mauvaise personne. Il faudra directement s'adresser à un bureau d'études puisque le diagnostiqueur n'aura pas le droit de vous faire l'audit énergétique. Voilà. Si jamais vous n'étiez pas au courant. En tout cas, en termes d'obligations, on en est à 2025. Donc, 2025, effectivement, E, F et G. Et ensuite, 2034, ils vont venir rajouter le D. Même commentaire que pour la location, c'est peut-être pas forcément utile dès aujourd'hui de réaliser des travaux pour 2034. Après, évidemment, si le budget est là et qu'il y a une envie par rapport à ça,
certes. Mais en tout cas, si c'est vraiment que pour l'audit, c'est peut-être pas c'est peut-être pas la priorité. Bon, déjà, le EFG, c'est déjà pas mal, évidemment, hein. Ça englobe énormément de biens en France. Et pour certains diagnostiqueurs, font les audits. Ah oui, alors, enfin, et pourtant, pardon. Oui, les diagnostiqueurs font les audits, bien sûr, mais des maisons individuelles. Le diagnostiqueur immobilier n'a pas le droit de faire l'audit d'un immeuble collectif. Voilà, c'est juste ça la nuance, hein. Bien sûr qu'on peut faire l'audit d'une maison. Ça, il n'y a aucun souci. C'est avec plaisir. Pour passer au sujet suivant, du coup, c'est comment optimiser son DPE. C'est un sujet assez important, je pense, et ça concerne pour le coup vraiment tous ceux qui ont besoin d'un DPE. Bonjour, savez-vous quand il sera possible pour vous de faire l'audit dans le... Ce n'est pas... Ah d'accord, l'audit dans le 44. Alors c'est que pour l'instant, on ne fait pas l'audit dans le 44 et je n'ai pas cette information. Mais si besoin, donc Catherine, je peux demander à ce qu'on vous contacte par rapport à ce sujet pour en parler individuellement, il n'y a aucun souci. Mais là, actuellement, j'ai pas l'information de quand est-ce qu'on pourra faire l'audit dans ce secteur. Désolé. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas actuellement. Euh, Sujet de comment optimiser, pas de souci. Votre DPE, enfin le DPE, pardon. Euh, Premièrement, avant de parler de conseils et d'astuces, bah, il faut comprendre certaines choses dans le DPE. Il faut comprendre notamment la donnée d'entrée. La donnée d'entrée, c'est les informations que va prendre en compte le diagnostiqueur. Il faut savoir que la réglementation veut que le technicien utilise les informations qui lui sont données dans un ordre de priorité bien précis. Il ne peut pas faire n'importe quoi. Prenons l'exemple d'un mur et de son isolation. Premièrement, en termes de priorité, tout d'abord, le diagnostiqueur doit voir si l'isolant est visible. Par exemple, via un trou dans le mur ou alors via une prise démontée. Ça, c'est sa première obligation, de vérifier si l'isolant se voit ou pas quand il vient. Si l'isolant ne se voit pas, il doit alors demander au propriétaire s'il dispose de preuves d'isolation, des photos des travaux ou alors des factures de pose. Si le propriétaire ne les a pas, il ne lui reste plus qu'une troisième solution, qui malheureusement arrive assez souvent, c'est ce qu'on appelle la valeur inconnue. La valeur inconnue, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le diagnostiqueur qui respecte la réglementation et qui dit bah, je n'ai aucune preuve, donc je ne sais pas. Et vu que je ne sais pas, alors le DPE va se baser sur la réglementation thermique en vigueur à l'époque de la construction du bien. Alors déjà, ça sous-entend que, évidemment, l'année de construction du bien, donc le permis de construire, est ultra important pour avoir la meilleure note possible au niveau du DPE, bien sûr. Mais du coup, voilà, quand on ne sait pas, le DPE va se baser sur ce qui se faisait à l'époque, tout simplement. Qu'est-ce qui se faisait à l'époque? Bah, du coup, ça, je vous ai mis à l'écran les différentes réglementations thermiques en France. On voit que concrètement, elles ont commencé en 1974, suite au choc pétrolier. C'est là qu'ils se sont dit, bon, bah, l'énergie coûte cher, donc ce serait peut-être intéressant d'isoler les maisons. Donc la première RT est en 1974, puis ensuite, vous voyez toutes les suivantes. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'effectivement, si vous êtes dans la RT de 74, vous serez par exemple peut-être en E, puis dans la RT de 88 en D, puis la RT de 2000 en C, etc., etc. C'est pas une obligation, mais c'est à peu près ce qui se passe la plupart du temps. Mais ce qu'on retient surtout, c'est que forcément, un bien qui est construit avant 1974 n'a aucune réglementation thermique. Et donc, selon le DPE, si on met inconnu, ça correspondra à aucune isolation. Et là, vous vous doutez bien qu'en termes de DPE, ça fait un petit peu mal, ça pénalise forcément la note si on insinue qu'il n'y a pas d'isolation. Alors qu'en réalité, le technicien n'insinue rien. Mais dans cette année de construction-là, c'est le DPE qui insinue que logiquement, il n'y a pas de raison que ce soit isolé. Donc ça, déjà, c'est une première information intéressante. Je vous ai mis un exemple à l'écran. Euh, je vous ai, j'ai créé un DPE d'une maison où en fait, dedans, j'ai mis tous les murs, tous les planchers et tous les plafonds en valeur inconnue. Donc, on ne sait pas. On n'a pas de preuve, on ne sait rien du tout. Et je me suis amusé à changer les années de construction. Pour vous montrer, là, par exemple, entre 2013 et 2021, le DPE est en C. Pourtant, je n'ai aucune preuve d'isolation. Dans les années 80, le DPE serait en D. Et pas de chance, avant 74, le DPE est en G. Je n'ai changé absolument aucune donnée, mis à part l'année de construction. Et voilà ce qui vient de se passer dans le DPE. Donc, ce qu'on peut conclure, évidemment, c'est que plus le bien est ancien, plus la valeur par défaut inconnue sera forcément défavorable pour la note. Ça peut paraître logique, mais je pense que voilà, ça peut déjà
expliquer parfois pourquoi la note de G ne correspond pas du tout à la réalité. Bah, c'est logiquement parce qu'il y a une absence de preuves potentiellement, par exemple, d'isolation. Ça peut être une grande raison de pourquoi je suis en G alors que normalement, je consomme à peu près pour du D, par exemple. Mais du coup, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à tout ça? Bah, bien sûr, tout faire pour que le technicien, sur place, ait toutes les preuves suffisantes pour pouvoir renseigner des isolants. Euh, faire en sorte que l'isolant soit visible. Et ça nous arrive très souvent aujourd'hui. Quand on vient, il y a déjà un petit trou dans le mur, il y a déjà des prises qui sont déjà démontées. Et c'est fantastique. Évidemment, s'il y a des factures de travaux, nous les mettre à disposition ou alors des photographies des travaux, faire en sorte que ce soit disponible le jour du rendez-vous ou alors mis en ligne sur notre espace client, bien sûr. Et pareil pour les équipements aussi. On parle beaucoup d'isolation, mais en réalité, des factures des équipements, c'est intéressant parce que dans les factures, bah déjà, on aura l'année d'installation de l'équipement, mais on aura aussi certaines petites données intéressantes, notamment la puissance de la chaudière, par exemple. Je pense aussi au scope de la pompe à chaleur. Le scope, c'est tout bête, hein, c'est un coefficient de performance de la pompe à chaleur. Et j'ai vu énormément de biens passer de D à C juste en renseignant le scope de la pompe à chaleur. Pour vous dire à quel point, des fois, certains petits détails peuvent faire gagner beaucoup, beaucoup de points. Donc, chaque facture d'équipement, chaque facture de travaux énergétiques, bien sûr, est importante dans un DPE. Euh, à côté de ça, ce que nous, on propose, évidemment, tout d'abord, tous ces documents peuvent être fournis sur l'espace client par toutes les personnes qui ont accès à l'espace client. Donc, évidemment, le professionnel de l'immobilier et le propriétaire, et d'autres, parce que le propriétaire peut donner accès à plusieurs personnes aussi. Donc, tous ces documents sont facilement mettables sur l'espace client. Et pour le coup, vous voyez peut-être à l'écran, mais il y a une interface qui vous aide un petit peu à le faire, bien sûr. Donc ça, c'est la première chose. Et à côté de ça, on est en train de travailler sur le fait alors on a déjà commencé à équiper tous nos techniciens et techniciennes de caméras endoscopiques, permettant d'aller chercher les preuves d'isolation directement dans le mur. En faisant un tout petit trou, on rentre la caméra endoscopique et on va peut-être pouvoir, grâce à ça, voir l'isolant. C'est une astuce qu'on a déjà commencé à employer et qui nous a permis, franchement, de sortir certains biens du E et donc d'éviter l'audit énergétique à notre client. Alors, c'est une solution qui est super. Le seul souci, c'est que ça marche pas pour tous les murs. Alors, du placo, il n'y a aucun problème, on passe au travers. Mais un mur en doublage brique, par exemple, c'est très compliqué de passer au travers avec les outils qu'on a. Donc, c'est pas une fin en soi, mais certaines fois, ça débloque un petit peu la situation. Donc, je pense que si chacun émet du sien, que ce soit le diagnostiqueur en termes d'outils et le propriétaire en termes de documents et d'informations, en réunissant les deux, franchement, il n'y a pas de raison que le DPE ne se passe pas de la meilleure des manières. Comment améliorer la note d'un bien à petite superficie? Alors ça, je voulais faire un petit sujet par rapport à ça parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de clients qui nous demandent comment faire. Et je pense que vu qu'on me le demande beaucoup, c'est que beaucoup de personnes s'intéressent à ça et surtout beaucoup de personnes sont concernées par potentiellement une mauvaise note sur un petit bien. Je vous ai fait un petit truc un peu rapide. Je vous ai pris un cas concret d'un appartement. C'est un appartement qui fait 20 mètres carrés d'avant 1949, des murs en pierre de 35 cm, pas d'isolation bien sûr, radiateur électrique, un ballon électrique et des fenêtres en bois simple vitrage. Je dis pas que tous les biens comme ça seront forcément en G, en tout cas celui-là, de par sa disposition, etc., il était bel et bien en G et en plus, voilà, 526, donc c'est quand même un sacré G. Si tu parles de doublage de briques, tu passes ton scopique par l'extérieur. Alors non, par l'extérieur, ça va être vraiment très compliqué pour le coup. C'est juste non, en fait, nous on va passer au travers du placo. Le placo c'est comme du beurre, il n'y a aucun problème. Mais de la brique, il faudrait par exemple au moins une perceuse. Sauf que c'est pas tous les diagnostiqueurs qui se baladent avec une perceuse sur eux, donc c'est vrai que ça commence à être un petit peu compliqué dès lors où on est sur du matériau de doublage lourd. Donc si tu as un doublage brique, tu n'as pas d'isolation. Ah non, non, ça on ne sait pas. Doublage brique, il y a potentiellement de l'isolation derrière le doublage brique. Par contre, ça va être compliqué pour le technicien d'aller le prouver. Voilà, la nuance, elle est là. Mais potentiellement, il y a de l'isolant, ça, on veut bien le croire. Mais nous, on n'a pas le droit de dire que c'est isolé comme ça, sans preuve. Donc, je vous ai pris un cas pratique, très concret. Voilà. Première chose, mauvaise option. Alors, attention, quand je dis mauvaise option, c'est mauvaise option DPE. Hein. Le remplacement des menuiseries, c'est une très bonne option puisqu'on le sait très bien, il faut en priorité toucher à l'enveloppe du bien avant de toucher aux équipements. Mais moi, je suis expert en DPE et au regard du DPE, c'est pas du tout la meilleure option. C'est les fenêtres, on le sait, ça coûte cher, surtout quand c'est sur mesure.
Et voici à l'écran l'impact que ça aurait sur la note si on remplaçait toutes les fenêtres par des fenêtres ultra performantes. On a gagné à peu près 40 points. Pour plus de 2000 euros de travaux, honnêtement, on ne trouve pas ça énorme. Par contre, option numéro 1, l'installation d'un ballon d'eau chaude thermodynamique hybride. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous avez des ballons d'eau chaude thermodynamiques, mais c'est compliqué d'installer un thermodynamique dans un appartement puisque souvent il y a un gros moteur. Eh bien, il existe assez récemment un thermodynamique hybride qui en fait agit à la fois en thermodynamique mais aussi en ballon électrique classique. Sauf que nous, dans le DPE, on s'est bien renseigné et on est censé le renseigner comme étant un thermodynamique classique. Euh, et forcément, c'est un petit peu moins cher qu'un thermodynamique véritable aussi. Et ça peut s'installer en appartement. Ça coûte à peu près 600 euros à l'achat, sans compter l'installation, mais en tout cas, c'est 600 euros à l'achat. Et voici la note. Juste en installant ça, vous passez de G à E. En tout cas, dans cet exemple-là, attention, là, je parle de cet exemple précis, bien sûr. Je vous dis pas que chaque bien passera en E avec ce système. Mais en tout cas, on se rend bien compte qu'on gagne énormément de points. Deuxième option, différente, l'installation d'une pompe à chaleur en remplacement des radiateurs électriques. Je vous ai choisi un modèle monobloc puisque c'est compliqué, on le sait, d'installer des pompes à chaleur en appartement. Il faut une autorisation. Le gros moteur sur le balcon, c'est souvent refusé. Là, le monobloc, c'est ce qui est cool, c'est que le moteur est directement dans le bloc, donc dans le bien. Il faudra tout de même une autorisation de la copro puisqu'il va falloir poser le bloc sur le mur et faire en sorte qu'il y ait un petit trou qui passe dans le mur pour évacuer l'air chaud ou l'air froid. Ça dépend si vous refroidissez ou si vous chauffez. Mais c'est une autorisation beaucoup plus acceptable par la copro que de poser un moteur à l'extérieur. Et si c'est accepté, c'est quelque chose qui vaut à peu près 1000 euros à l'achat, sans compter l'installation. Mais regardez ce qui se passe au niveau de la note. On passe directement de G à D pour à peu près 1500 euros. Franchement, en rapport qualité, en rapport prix DPE, on est quand même sur le top du top. Et je vous ai fait un petit cumul des deux options, bien sûr. Vous passez avec le ballon thermodynamique et la pompe à chaleur monobloc, vous passez de G à C. Donc avec à peu près, allez, on va dire 2000, 2500 euros de travaux. Pour rappel, en changeant les fenêtres, c'était le même prix en termes de travaux et on passait de G à G. Donc forcément, il y a une belle différence. Donc voilà quelques petites astuces. Alors il y en a plein évidemment, mais qui peuvent essayer de faire sortir le bien d'une passoire énergétique, par exemple pour éviter l'interdiction de location, pour éviter la nécessité d'audit. Nous, c'est des services qu'on propose à nos clients après diagnostic aussi, par téléphone. Des fois, on les conseille un petit peu plus pour aller plus loin que ce que propose le DPE. Pour des fois, ne serait-ce qu'avec des travaux, des fois avec 200 euros de travaux, on arrive à passer de E à D, par exemple. Parce qu'il fallait juste changer un petit élément dans le bien qui fait qu'on était en limite de E, de D. Et donc, on a réussi à passer en D pour pas si cher que ça. Donc, voilà, des petites astuces pour changer ça, en sachant qu'on n'a même pas touché à l'isolation. Le mur, l'appartement de 20 mètres carrés est resté avec des murs non isolés et pourtant il est en C, ce qui est quand même fantastique. On sait très bien sur du 20 mètres carrés, on n'a pas forcément envie d'isoler les murs par l'intérieur, on va perdre encore des mètres carrés. C'est pour ça que j'essaie de vous trouver des solutions un peu plus simples. Laurent, plus généralement, pourrait-on avoir la liste des points qui sont positifs pour le DPE et les équipements qui le sont le moins? Exemple, ventilation naturelle versus VMC, fenêtre PVC versus fenêtre en bois ou alu. Oui, ouais, bien sûr. Alors, je ne sais pas s'il y a des documents qui existent déjà par rapport à tout ça, mais nous, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place. Si je me trompe pas, j'avais fait une vidéo il y a 2 ans de ça, je crois, sur YouTube, qui expliquait comment améliorer sa note DPE. Et franchement, alors le DPE a un petit peu changé entre-temps, mais de mémoire, les informations sont toujours à peu près d'actualité sur les petits conseils pour améliorer sa note. Je vous invite à la regarder. Peut-être qu'on vous enverra le lien de la vidéo YouTube si vous le souhaitez après le webinaire. Mais voilà, c'est la vidéo, c'est comment améliorer sa note, je crois. Et c'est plutôt intéressant. Mais sinon, oui, produire un document qui parle de ça, un document image, ça peut être sympa. Merci, merci François pour le petit lien. Voilà, vous avez le lien dans le chat directement. L'exemple donné est déjà top. Euh, merci. Et voilà, si ça peut aider certains, des fois, c'est vrai que pour pas grand-chose, finalement, on peut sortir du E assez facilement. Pas tout le temps. Parlons maintenant, je suis désolé, on a pris un petit peu de retard. Forcément, il y a eu quelques questions. J'espère que pour tout le monde, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Parlons maintenant du dernier sujet, la nouveauté de 2026. La nouveauté concerne la modification du coefficient de conversion de l'électricité. Alors, qu'est-ce que c'est? Faut savoir que dans une étiquette DPE, en termes de consommation, vous avez deux énergies qui sont affichées. L'énergie primaire, c'est le 385,
Et l'énergie finale, c'est le tout petit 167 qui est juste en dessous. Il est vraiment écrit tout petit en dessous. Qu'est-ce que c'est? L'énergie finale, donc le tout petit chiffre en dessous, c'est ce que consomme réellement le bien, bizarrement. Ce que consomme le bien, là par exemple, c'est 167 kWh par mètre carré par an. Et du coup, l'énergie primaire, qu'est-ce que c'est? C'est ce que demande le bien en production d'énergie pour pouvoir fournir l'énergie finale. Ça prend en compte la perte liée à la production, la transformation et le transport de l'énergie, par exemple. Globalement, pour résumer, pour que le bien puisse consommer 167 kWh par mètre carré par an, l'usine, la centrale, doit produire 385 kWh. Et c'est pour ça que c'est ce qui est affiché sur le DPE. Mais ça, c'est valable actuellement que pour l'électricité, puisqu'il n'y a aucune différence, quand vous êtes au gaz et au fioul, il n'y a aucune différence entre l'énergie finale et l'énergie primaire. Donc cet énorme écart ne concerne que l'électricité. Je ne sais pas si déjà pour l'instant c'est clair par rapport à ça, mais en tout cas, quelle est la nouveauté? La nouveauté, c'est que, en fait, actuellement, le coefficient est de 2,3. C'est-à-dire que le DPE multiplie par 2,3 les consommations. Si on reprend les 167 fois 2,3, ça fait bel et bien à peu près 285. Eh bien, ce coefficient, dès le 1er janvier 2026, va passer à 1,9. Ça peut paraître pas beaucoup, mais en réalité, reprenons le même cas, on passerait de 385 à 327, ce qui est franchement pas si mal. Donc c'est un sacré changement. Le gouvernement estime qu'une sortie de F ou une sortie de G sera à prévoir pour environ 850 000 logements. Une sacrée estimation qui est plutôt encourageante. Évidemment, ça ne concerne que les biens qui sont en grande partie à l'électricité. Un bien au gaz, pour le coup, ça ne changera pas grand-chose. Pourquoi? Pourquoi ils ont fait ça? Alors, ils parlent de justice énergétique. Il y avait beaucoup trop de différences, du coup, entre le gaz, le fioul, qui, eux, avaient un coefficient de 1, et l'électricité, qui avait un coefficient de 2,3, c'est énorme. Donc, finalement, l'électricité était un petit peu pénalisée, sauf la pompe à chaleur, mais tout ce qui était radiateur électrique, vous le savez très bien, je pense, ça donnait des notes assez complexes. Ils ont fait ça aussi pour s'aligner à l'Europe, puisque l'Union européenne a un coefficient de 1,9, et nous, on était un des seuls à 2,3. Et c'est aussi pour mieux cibler les aides, puisque vous le savez, il y a des aides qui sont accordées par rapport à la note du DPE. Et du coup, actuellement, il y avait des aides qui étaient accordées parce que le DPE n'était pas si bon que ça, alors que le bien était chauffé à l'électricité. Ce qui fait que du coup, les biens qui étaient chauffés au gaz et au fioul recevaient peut-être moins d'aides que des biens qui étaient chauffés à l'électricité, alors que ce n'est pas du tout le but. Donc, ils ont valorisé l'électricité pour que le gaz et le fioul soient plus ciblés au niveau des aides de l'État. Donc voilà 3 grandes raisons de ce changement. Et c'est aussi parce que franchement, faut être honnête, il y avait une sacrée incohérence parfois sur certains biens qui étaient chauffés au radiateur électrique. On se retrouvait avec des notes extrêmes, alors que c'était peut-être pas si mérité que ça. Que se passe-t-il du coup pour les DPE réalisés avant 2026? N'hésitez pas à poser des questions, hein, si c'est pas très clair sur ce petit coefficient, il n'y a pas de souci. Mais du coup, pour tous les DPE réalisés avant 2026, que se passe-t-il? Il sera possible, tout comme d'ailleurs, vous le savez, pour les moins de 40 mètres carrés, c'était possible de le faire aussi, il sera possible directement depuis la plateforme de l'ADEME, en tapant son numéro ADEME dans la barre de recherche, de télécharger son nouveau DPE de 2026 avec cette fois-ci le coefficient qui sera modifié. Donc n'importe qui, n'importe quel particulier ou professionnel pourra, en ayant le numéro ADEME du DPE, aller chercher le nouveau DPE du coup avec la nouvelle note. Donc ça c'est super, il n'y aura pas besoin de contacter le diagnostiqueur, de faire une demande à qui que ce soit, tout le monde sera vraiment autonome là-dessus. Et autre chose, de notre côté, on est en train d'essayer d'intégrer, donc ça devrait prochainement arriver, on est en train d'intégrer un simulateur sur notre espace client qui permet de voir quelle sera sa note en 2026 par rapport à son DPE de 2025. Ça peut être franchement sympa. Je pense notamment à certains DPE qui actuellement, des maisons par exemple, qui sont en E, qui donc logiquement ont besoin d'un audit. Et ben, en faisant la simulation en 2026, peut-être qu'ils vont se rendre compte qu'ils vont passer de E à D. Finalement, il faudrait peut-être attendre, au lieu de faire l'audit maintenant, peut-être attendre finalement janvier. Comme ça, il n'y a pas besoin d'audit, du coup, puisqu'il sera finalement en D. Donc, ça peut être sympa d'avoir une petite projection comme ça jusqu'à 2026 et ce sera bientôt disponible directement sur l'espace client. Je ne sais pas si c'est clair par rapport à ça, par rapport à cette nouveauté, s'il y a des questions. Je n'en vois pas.
En sachant que de toute façon, je vais rester disponible si ça vous va bien sûr, si ça vous intéresse. Après le webinaire, je reste disponible 15-30 minutes si besoin pour répondre à toutes les questions, s'il y en a. Donc une petite FAQ question-réponse, c'est avec plaisir. Axel, l'installation d'une PAC monobloc, c'est dans chaque pièce? Bah, c'est une très bonne question. Alors, c'est vrai que là, dans l'exemple, j'étais parti sur un 20 mètres carrés, donc logiquement, il n'y a pas énormément de pièces. Ça va dépendre. Disons qu'on ne peut pas aller à l'infini non plus. Si on a un bien de 400 mètres carrés, on ne peut pas mettre un seul monobloc. C'est vrai que ce ne serait pas logique. C'est presque impossible qu'il chauffe tout le bien. Mais là, si on parle vraiment d'appartements, allez, 20, 30, 40 mètres carrés, logiquement, si vous mettez juste une seule PAC monobloc sur la pièce la plus grande, par exemple le salon et la cuisine, et que vous enlevez tous les... Attention, hein, quand je disais qu'il fallait mettre une pompe à chaleur monobloc, c'était en remplacement des systèmes de chauffage déjà présents. Parce que si vous laissez les systèmes de chauffage présents, vous allez diviser l'impact de la pompe à chaleur par deux, puisqu'il y a la moitié qui prendra sur le radiateur électrique, par exemple. Alors que si vous enlevez tous les radiateurs électriques et que en seul et unique système de chauffage, vous mettez une pompe à chaleur monobloc, même une seule, qui fait 30 mètres carrés, c'est pas grave, à ce moment-là, vous aurez les résultats que je vous ai montrés à l'écran. Donc, c'est pas obligé d'en mettre une dans chaque pièce, et encore heureux parce que déjà, ça coûte plus cher, et ça commence à faire beaucoup de travaux. Puis bon, une PAC monobloc dans la chambre, on peut avoir un rhume. Hein. Ça commence à... Forcément, c'est quand même gros, hein. C'est puissant. Donc, c'est bien sur des grands espaces. Peut-être pas sur des pièces de 9 mètres carrés, c'est vrai que ça peut faire beaucoup. Après, ça dépend. Ça dépend de la hauteur sous plafond, tout ça, tout ça. Je sais pas si c'est éclairci un petit peu. Ok. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être sur le DPE ou sur autre chose, hein. Après, vu que là, c'est un petit peu du question-réponse, ça peut être d'autres sujets. Laurent, avez-vous un tableau des lettres DPE et des consommations en kilowattheure? Je trouve tout sur Internet. Ah, les seuils 250 pour être en D, nanana. Effectivement, quand on cherche sur Internet, je suis d'accord. Il y a de tout, mais oui, je peux envoyer, je peux demander à François qu'on mette ça de côté. Hein. Il n'y a pas de souci, Laurent. On a un vrai tableau officiel avec les vrais seuils, mais qui, attention, n'est valable que pour les biens de plus de 40 mètres carrés. Puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est moins de 40 mètres carrés, ça modifie toutes les 5 mètres carrés, ça commence à être un petit peu tout et n'importe quoi. Mais en tout cas, sur du plus de 40 mètres carrés, c'est fiable, c'est fixe, il n'y a pas de souci. Avec plaisir, Laurent. Catherine, comment expliquer à des clients les écarts possibles entre les différents diagnostiqueurs? Exemple, une cliente mécontente de son DPE, des panneaux, merci. On a appelé un autre, pas vous non plus, dommage, qui lui a dit que des erreurs étaient possibles et du coup que ce ne serait pas forcément la même note. Ouais, c'est une super bonne question, c'est un vrai sujet, je pourrais en parler des heures, mais concrètement, euh, le système de calcul est le même pour tous, ça on l'a dit. C'est un algorithme, la méthode 3CL, tout le monde est logé à la même enseigne. Par contre, ce que je vous ai dit aussi, c'est que la note provient des données d'entrée du technicien. Alors déjà, une première raison qui est évidente, l'erreur est humaine. Deux techniciens peuvent mesurer différemment, ne serait-ce qu'à 1 mètre près, ça peut déjà générer des écarts. Ça, c'est la première chose. Il peut aussi se tromper d'identification. Il y en a peut-être un qui va reconnaître que c'est une chaudière à condensation et l'autre va juste mettre une chaudière classique. Donc ça, l'erreur, bien sûr, peut justifier les écarts entre des DPE, mais il y a autre chose aussi qui n'est pas une erreur, c'est plutôt le choix de comment le diagnostiqueur fait son DPE, et ça c'est un vrai problème plutôt par rapport à la réglementation, parce que sur certains sujets, l'État nous laisse le choix de faire quelque chose ou de ne pas le faire. Je vais prendre un exemple très précis. Je vais prendre l'exemple du démontage de prises. Je pense que ça, tout le monde en a entendu parler. Oui, mais moi, je connais un diagnostiqueur qui démonte les prises. Ah, bah le mien, il les démonte pas. Eh ben, c'est triste, mais les deux ont raison. Et les deux respectent la réglementation. Et finalement, le problème, c'est pas qui fait quoi. Le problème, c'est plutôt qu'on nous laisse le choix. Parce que forcément, nous laissant le choix, ça va créer des disparités entre deux DPE différents. C'est-à-dire que la réglementation nous dit, le technicien peut, s'il le souhaite, démonter des prises pour s'assurer de la présence d'isolant. Évidemment, puisque c'est marqué peut, s'il le souhaite, ça sous-entend qu'on a le choix et qu'on peut choisir de ne pas le faire. Des fois, pour des raisons de responsabilité, on ne veut pas casser la prise, on ne veut pas qu'il y ait un souci derrière. Des fois, parce que, pour être honnête, c'est pas parce que derrière une prise, il y a un petit peu de laine qui sort que ça veut dire que tout le mur dans son entièreté est isolé. Donc, c'est peut-être même pas suffisant. Donc, moi, je peux comprendre que certains diagnostiqueurs refusent de démonter les prises, tout comme je peux comprendre que certains le fassent pour satisfaire aussi le client parce que c'est délicat de lui dire non aussi. Voilà aussi pourquoi des fois vous avez deux DPE différents et en fait les deux sont bons. Les deux ne sont pas, il n'y a pas d'erreur dans ni l'un ni dans l'autre.
C'est juste deux façons de faire différentes, mais qui sont toutes les deux autorisées par l'État. Et c'est là le vrai souci pour le coup. L'État aurait dû, dans la réglementation, dire non, le diagnostiqueur doit ou ne doit pas démonter les prises. Je vous ai pris cet exemple-là parce que c'est le plus flagrant, pardon, mais vous doutez bien que ça touche à plein de sujets différents dans le DPE. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais voilà 3 grandes raisons de pourquoi 2 DPE peuvent être différents entre 2 diagnostiqueurs. Avec plaisir. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Y a-t-il une différence de qualité des radiateurs, programmables ou pas, inertie, bain d'huile, qui impacte le DPE? Oui et non. Alors, il y a une vraie différence sur le marché des radiateurs électriques. Sur le DPE, pas tant que ça. Euh, sur le DPE, alors c'est ce qui est faux dans la réalité. Selon le DPE, le radiateur électrique le plus performant, c'est le panneau rayonnant. Le panneau rayonnant, c'est le radiateur avec la grille avec des petits trous. Je ne sais pas si vous voyez. Hein, c'est un radiateur avec une grille remplie de plein de petits trous. C'est ça un panneau rayonnant. Eh ben, selon le DPE, c'est le radiateur électrique qui donne la meilleure note. Attention, hein, quand je dis que c'est le meilleur, ça reste un radiateur électrique, c'est-à-dire que vous gagnez, au lieu d'être à 250, vous êtes à 243, quoi. C'est pas non plus fou, hein. Mais c'est le meilleur radiateur électrique. Par contre, si vous allez à Leroy Merlin, pardon, ou je ne sais où, le vendeur vous conseillera plutôt un radiateur inertie. Parce qu'il n'a pas tort, c'est le mieux. Mais pas aux yeux du DPE. Et vu qu'encore une fois, moi, c'est ma spécialité, je dois vous conseiller par rapport à ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est la partie programmation. Effectivement, la partie programmation, elle va venir chercher des points. C'est ce qu'on appelle le système d'intermittence. Le système d'intermittence, c'est le fait de pouvoir programmer une baisse de température quand on le souhaite. Dire que voilà, je souhaite que demain, à 16 heures, le radiateur passe de 21 à 19 degrés. Si en plus c'est dans chaque pièce, puisque potentiellement on a un radiateur dans chaque pièce, c'est encore mieux. Et si en plus de ça, sur chaque radiateur, il y a ce qu'on appelle un détecteur de présence, vous savez, c'est la petite bille, une petite bille transparente que vous voyez sur votre radiateur, et bien là, c'est encore mieux. Mais encore une fois, quand je dis encore mieux, on parle d'une dizaine, enfin de 10 points maximum. Mais voilà, si ça peut des fois essayer de faire chercher quelques petits points par-ci par-là, ça peut être des astuces. Ouais. Mais très sincèrement, si on cherche un gros gain de notes au niveau du système de chauffage, il faudra retirer les radiateurs électriques et mettre une pompe à chaleur. C'est la seule solution pour aller chercher, je sais pas moi, 50 points minimum de performance. Avec plaisir. Je sais pas s'il y a d'autres questions sur ça. Ça, à savoir qu'encore une fois, c'est des conseils, là, ce que je viens de faire, hein, c'est vraiment des choses qu'on propose à nos clients, voire même des fois qui viennent vers nous pour avoir ça directement, parce que on le sent, il y a un vrai besoin. Il y a des clients qui, pour eux, ça leur fait mal d'être en E. Il y a un côté émotif, enfin un côté émotionnel aussi, c'est-à-dire que c'est leur maison, ils ont vécu dedans. Pour eux, c'est inadmissible qu'ils soient en F, ce qu'on peut tout à fait comprendre. Mais bon, il faut aussi accepter, voilà, le bien est des années 70, il n'est pas forcément rénové. Mais le F, aujourd'hui, on n'a pas l'habitude de voir du F de partout, hein. Un frigo, il est rarement en F, hein, une machine à laver non plus. Il y a que les maisons qu'on voit en F, donc ça fait un petit peu mal de voir ça. Donc on le comprend tout à fait. Mais du coup, des fois, peut-être des petits travaux, des petits conseils par-ci par-là, on peut aller chercher le E, voire même le D. Et on essaye de faire des simulations aussi, des simulations de DPE avant, après travaux, euh, pour, euh, pour donner envie et rassurer aussi le vendeur, pour dire que voilà, tout est possible. Alors, que le vendeur fasse les travaux ou pas, ça c'est un autre sujet, mais il peut proposer ça à l'acquéreur pour dire, bah ouais, certes là, vous voyez que mon bien est en F, mais moi j'ai un DPE qui me dit que pour 2500 euros, je peux passer en C. Vous vous rendez compte? Donc finalement, est-ce que ça dévalorise tant que ça le bien? C'est pas sûr. Bernadette, on a une question. Une pompe à chaleur sur des radiateurs existants pour un chauffage fuel, est-ce performant? Et qu'en est-il du DPE? Une pompe à chaleur sur des radiateurs. Ah, je pense que vous parlez de la pompe à chaleur RO, qui est une pompe à chaleur qui finalement va chauffer de l'eau, un petit peu comme une chaudière. Si c'est ça, c'est le top du top, ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que quand vous êtes sur un système à eau, je pense à une chaudière gaz ou à une chaudière fuel, donc vous avez un réseau d'eau chaude pardon, qui va se balader dans les radiateurs, le mieux, bah, au lieu d'enlever les radiateurs et de mettre une pompe à chaleur RR, c'est de laisser les radiateurs tels quels et de remplacer la chaudière gaz ou la chaudière fuel par ce qu'on appelle une pompe à chaleur RO. Une pompe à chaleur RO, c'est quoi? C'est très simple. C'est comme une clim. Ça fonctionne avec le principe de thermodynamie. Donc ça va prendre les calories de l'air
et les transparaître ailleurs. Et du coup, sur du RO, bah, c'est très simple, c'est qu'au lieu de souffler de l'air chaud, ça va réchauffer de l'eau et distribuer de l'eau chaude. Ce qui est bien, c'est qu'en plus de ça, ça peut faire office d'eau chaude sanitaire. Et c'est un des meilleurs systèmes de chauffage dans le DPE. Non, c'est un des meilleurs. Donc oui, tout à fait. Il y a beaucoup de maisons récentes, maisons neuves même, qui sont à la pompe à chaleur RO, c'est fantastique. Souvent, le rez-de-chaussée, il est en plancher chauffant. À l'étage, ça part en radiateur, mais c'est super et on est souvent sur du B minimum, quoi. Juste parce que le système de chauffage est splendide. Et passer de fuel à ça, bah alors là, l'écart, il est énorme, hein. Vous passez de G à C, je pense, assez facilement. Et on en a, alors ça dépend de la chaudière, mais je pense que 2000-2500 euros, c'est le top. Mieux que du gainable. Alors, ouais, c'est clairement mieux que du gainable parce que le gainable, c'est un tout petit peu dévalorisé. C'est un tout petit peu, on parle de 20 points à peu près. Parce que le problème du gainable, c'est que l'air chaud va se balader dans des gaines et bah, ce trajet, durant le trajet dans les gaines, même si c'est isolé, bah, il y a des pertes de calories. Donc l'air chaud, il est propulsé depuis le moteur qui est, je sais pas moi, dans les combles. Et il se balade dans les combles, il se balade jusqu'à être délivré dans la chambre, par exemple. Mais le souci, c'est qu'entre-temps, il a perdu peut-être, je sais pas moi, 10, 15, 20% de sa chaleur. Donc c'est un tout petit peu dévalorisé, le gainable. On ne dirait pas comme ça parce que souvent, on voit des maisons neuves en gainable et on se dit, waouh, fantastique. Bah, au regard du DPE, c'est même mieux d'avoir, vous savez, la cassette, hein, le split, un peu comme tout le monde a en termes de clim. C'est plus performant que du gainable, bizarrement. Ah bah voilà, je pense que Bernadette, je pense avoir répondu à la question avant même qu'elle soit posée. Le mieux, c'est le split. Ouais, ça paraît bizarre, mais le mieux, c'est le split. Parce que le split, pour ceux qui savent pas, c'est le rectangle qui propulse la chaleur que tout le monde a la plupart du temps. Le split, c'est lui qui va directement propulser la chaleur. Donc la chaleur, elle est générée au niveau du split, et donc forcément, on se prend 100% de la chaleur dans la tête. Alors que le gainable, la chaleur, elle est produite bien plus loin. Donc il y a de la perte de calories. Et ça, c'est pris en compte dans le DPE pour le coup. Ça, le DPE, il le retient. Et franchement, j'ai vu des dossiers où il y avait des fois 30-40 points de différence entre un gainable et un split. Franchement, je trouve que c'est énorme. Désolé, j'en ai encore, je peux. Des questions, j'imagine. Et oui, pas de souci. Je sais pas quand je peux rester connecté, mais je pense que on va dire jusqu'à 40-45, ça sera avec plaisir. Quelle meilleure qualité de fenêtre PVC versus bois alu? En réalité, le plus important, c'est le vitrage, pour être honnête. Dès lors où il y a ce qu'on appelle du gaz argon et du vitrage renforcé, qui va donner un UW de 1,3 à peu près, ce qui est fantastique. C'est très bien, que ce soit en bois, en aluminium ou en PVC, ce sera déjà superbe. Mais sinon, si vraiment on veut aller dans le détail, mais on parle vraiment de, je sais pas, sur une maison, on parle de 2 points d'écart, hein. Le mieux, c'est du PVC. Mais à ça de l'alu, quoi. C'est pas grand-chose, hein. Et le bois, il est au milieu. Mais franchement, le plus important, c'est le type de vitrage et s'il y a de l'isolation renforcée dans la fenêtre. C'est ça le plus important. Bernadette, pour la PAC monobloc, les condensates s'évacuent comment? Eh ben justement, c'est ce que je disais. En fait, la PAC monobloc, attendez, je vais vous la remettre à l'écran peut-être. Voilà, c'est peut-être un petit peu loin, mais on va y arriver. Hop, voilà, magnifique. La PAC monobloc, en fait, au dos de cette PAC, vous avez un conduit qui sort. Et en fait, cette PAC, elle est posée sur le mur. Donc, avec un trou dans le mur, il y a bel et bien un conduit qui va venir expulser l'air dehors. Donc, c'est comme si votre moteur était dans la maison et qu'il y a... Ah bah pareil, si, il y a évidemment même de l'eau, hein. Vous savez, il y a toujours de l'eau. Quand vous avez pour ceux qui ont une clim mobile, vous avez sûrement un tuyau d'arrosage pour faire sortir l'eau dehors. Bah, c'est pareil pour ça, mais sauf qu'il passe par le trou, par le même trou qui sert sûrement à l'évacuation. Après, ça dépend comment c'est posé. Peut-être qu'il y en a un qui va vous faire un trou pour l'eau et un trou pour la chaleur. Il y en a qui font les deux ensemble. Ça, c'est une question de pose. Mais dans tous les cas, c'est beaucoup plus simple de faire ça en termes de copropriété, hein. En termes d'accord de copropriété, c'est beaucoup plus simple plutôt que l'option où le moteur est en façade sur le balcon ou des choses comme ça. Là, pour le coup, ça commence à poser problème pour beaucoup de copropriétés. Si, voilà, il y a de l'eau, hein, mais qui est évacuée, évidemment.
C'est une bonne solution qui se fait de plus en plus. Hein. La PAC monobloc, franchement, on la voit de plus en plus. Euh, et moi, je trouve ça super pour le coup que ça donne l'opportunité à des petites superficies qui sont en copropriété de pouvoir enfin atteindre le C, voire même le B, parce qu'on le sait très bien, on en voit très rarement. Hein. La plupart des moins de 20 mètres carrés sont en E, F ou G. Hein. C'est très rare d'en voir, mais ne serait-ce qu'en D, on n'en voit pas tous les jours. Hein. Je pense à des secteurs qui ont des zones climatiques. Je pense à Paris, à Lille, à Strasbourg, qui eux, ne serait-ce que par leur localisation, ont déjà facile 1 à 2 notes de moins que Montpellier, par exemple. Ça commence à être compliqué. S'ils installent pas de pompe à chaleur, ils seront forcément tout le temps grand maximum en E, quoi. Ils pourront jamais avoir mieux. Alors que grâce à ça, ça donne un peu une chance à tout le monde, on va dire. À presque tout le monde. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Sachez qu'on va vous transmettre. Il y aura aussi une rediffusion du webinaire, si jamais il y a des infos que vous voulez revoir, des liens que vous voulez revoir, les articles que je vous ai mis que je vous mets à l'écran actuellement. Il y aura une rediffusion, donc vous pouvez revoir certains moments si besoin. Et si vous le souhaitez, on peut vous recontacter en individuel pour répondre à d'autres questions. Évidemment, ça sera avec plaisir. Exposition du bien, est-ce impactant pour le DPE? Oui. Enfin, surtout l'exposition des fenêtres en réalité, parce que l'exposition des murs, ça ne change rien. Mais l'exposition des fenêtres, oui. Si vous avez une baie vitrée de 3 mètres sur 2 mètres, magnifique, mais plein nord, c'est dommage. Par contre, vous l'avez plein sud, là, c'est fantastique. Il y a peut-être 15 points que vous allez gagner grâce à ça. Donc oui, l'exposition compte, mais surtout au niveau des fenêtres, c'est ce qu'on appelle l'apport solaire. L'apport solaire est comptabilisé dans le DPE, puisque ça part du principe que vous aurez peut-être moins besoin de chauffer en ayant une grande baie vitrée plein sud. Mais c'est vraiment que pour les fenêtres. Hein. Franchement, sinon, à part ça, euh, si vous avez une énorme façade plein sud, ça changera franchement rien du tout. Il faut qu'il y ait une fenêtre sur cette énorme façade. Okay. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. Merci à tous et une très bonne journée.